Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, c'est l'avant-dernière émission des Qui veut être mon associé. Alors je t'avoue que j'adore cette émission, j'adore ces analyses, mais pour le coup là, je vais pas te mentir, je suis content que ça s'arrête. Il est temps à un moment donné que de passer à autre chose. Et donc la semaine prochaine, tu as la dernière émission des Qui veut être mon associé et ensuite on bascule sur des analyses plus classiques. Alors je pense que pour Noël, je vais te faire quelques analyses d'entrepreneurs et après, on fera ma nouvelle série que j'attends avec grande impatience. J'espère que ça va te plaire. Bref, avant qu'on attaque, et comme d'habitude, va sur le site de immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a les formations. Dans l'onglet livres, il y a les livres. Et dans l'onglet coaching, eh bien, on peut parler ensemble, toi et moi. Ensuite, je veux quand même te le dire, j'ai besoin de toi. Tu prends le téléphone de l'ami, tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Ou alors, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Je t'assure que même aujourd'hui, j'en ai encore besoin. Il n'y a que ça qui m'aide à référencer ces émissions. Enfin, et pour finir, j'essaye de te réserver une surprise incessamment sous peu et je t'en tiendrai plus amplement informé parce que j'y travaille et ça arrive fort, fort, fort. Sans plus de transition, Patrick envoie l'avant-dernier candidat de Qui veut être mon associé. Accueillons maintenant Gilles, un inventeur bien déterminé à se faire une place au soleil. Enfant, on a tous fait l'expérience de l'énergie solaire avec une loupe quand on était petit pour brûler une brindille par exemple. Aujourd'hui, c'est une énergie qui est restée très loin de nous depuis très longtemps alors qu'elle est gratuite, écologique, disponible et qu'on la maîtrise. Je vais vous le démontrer immédiatement. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai travaillé principalement dans la finance, habillé en costume cravate comme tout le monde et j'ai gagné très bien ma vie. À 30 ans, j'ai pris conscience que l'argent n'allait pas me suffire, donc j'ai décidé de trouver quelque chose qui avait un sens. Quand j'étais petit et que j'agaçais un peu ma mère me disait souvent va à Tombouctou quoi. C'est une expression en quelque sorte pour dire va au bout du monde, va très loin. Donc quand j'ai décidé de trouver quelque chose qui allait m'amener un sens, je suis allé à Tombouctou. En plein désert, vous avez rien, il n'y a que des dunes, que du sable. Et ça a été une révélation. J'ai regardé le soleil non plus comme quelque chose qui nous permet de passer un agréable moment, mais comme une énergie potentielle. On la connaît depuis des millénaires et on ne l'utilise pas. Donc je me suis dit, allons révéler, en tout cas essayons de révéler cette énergie à l'humanité en quelque sorte. Ma volonté, c'est d'essayer d'amener ma pierre à l'édifice pour essayer de changer le monde. Ah là 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 là, la recherche de sens, la recherche d'un but, de purpose derrière l'argent. C'est vraiment un concept extrêmement intéressant, expérimenté essentiellement par les personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent et dont à un moment donné l'argent n'est plus la question, n'est plus l'enjeu. Et il faut l'entendre. Alors c'est vrai que c'est un paradoxe qui est assez, particulier dans notre société puisque tu as toute une tranche de la population qui manque d'argent, dont peut-être tu fais peu de partie, qui ont des problématiques avec l'argent, qui se posent des questions autour de l'argent, qui ne s'y intéressent pas vraiment. Et puis tu as à l'opposé, à l'extrême opposé, des gens qui ont des facilités avec l'argent, qui ont de l'argent et qui, eux, vont chercher autre chose. Comme quoi, l'être humain, il veut toujours ce qu'il n'arrive pas à obtenir. Mais on ne va pas palabrer là-dessus. Ici, il y a un premier élément qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que c'est un inventeur. Et c'est vrai que dans les catégories, on va dire, de personnes qui gagnent de l'argent, les inventeurs ont une place de choix. Ils ont une place de choix. Pourquoi ? Parce que le principe de l'invention, c'est j'invente quelque chose, je la mets à disposition, et puis après, derrière, je vais encaisser de l'argent. Certains inventeurs gagnent extrêmement bien leur vie. Et d'ailleurs, le métier d'un inventeur, c'est parfois simplement que de faire l'invention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent l'invention, ils déposent le brevet, ils vendent le brevet et pour eux, c'est terminé. Leur part du travail s'arrête là. Et ça fait rêver. Ça fait rêver beaucoup de personnes parce que c'est un peu comme l'écrivain qui écrit un livre, son travail est terminé et il encaisse toute la vie de l'argent sur l'ouvrage. Sauf que ce sont de mauvaises de mauvais axes, de mauvaises perceptions que l'on peut avoir de l'argent. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça touche pour moi, je dirais, une partie presque artistique, aléatoire, c'est plutôt le bon terme d'ailleurs, aléatoire du revenu. C'est-à-dire qu'il y a des bons et des mauvais inventeurs, comme il y a des bons et des mauvais écrivains. Et plus que jamais, de mon point de vue, de mon opinion, le facteur, l'élément qui va
faire que justement la personne touche du doigt l'objectif ou passe à côté toute sa vie est grandement lié à de la chance. C'est-à-dire qu'il y a un facteur chance qui est déterminant dans la réalisation d'un quelconque projet tel qu'il est ici, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où un inventeur qui va avoir une forme de réussite dans ses inventions, on ne peut pas nier le fait qu'il y a aussi le moment où il arrive sur le marché, le produit qu'il propose sur le marché, à qui il l'a proposé, ce que permet de faire le produit avec les recherches d'une entreprise et ce que ça permet à ce moment précis de l'histoire de la société, parce que ça aussi, c'est des éléments qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont inventer des concepts trop tôt par rapport à la société et qui ne tireront pas bénéfice de leur invention. Regarde Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'est un exemple criant d'un génie qui a inventé toute sa vie des concepts géniaux et dont tout le monde est passé à côté jusque longtemps après sa mort. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que Edison a largement tiré parti de l'intelligence de Nikola Tesla. Mais bon, bref, je ne suis pas là pour réécrire l'histoire. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que ce sont des personnages exceptionnellement intéressants à analyser, mais il ne faut surtout pas que tu commettes l'erreur d'aller chercher ce genre de réussite, de les étudier et de baser ta stratégie dessus. Il y a très peu de chances pour que tu parviennes à reproduire ce processus. Et ça, c'est une erreur courante que je vois. C'est comme si tu me disais, tiens, je vais faire les mêmes mouvements financiers qu'un grand joueur de foot. Je veux dire, la potentielle réussite que tu vas avoir en reproduisant les mouvements d'un grand investisseur sans avoir les mêmes moyens que lui pour gagner les mêmes sommes que lui au final, elle est minime, voire infime. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une erreur courante qu'on peut voir, qui consiste à prendre des cas exceptionnels comme celui d'un inventeur et de baser sa stratégie dessus, quoi. Voilà, ne fais pas cette erreur, c'est vraiment important. Allez, on continue parce que là, sinon je vais y passer des heures. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Oui, ça va? Oui, ça va bien. La bonne mine. C'est gentil. Dans notre société actuelle, l'accès à l'énergie est une priorité d'aujourd'hui et de demain. Cette énergie nous coûte souvent de plus en plus cher. Chez Solar Brother, on met en lumière et entre vos mains l'accès à une énergie incroyable, écologique, disponible et surtout gratuite. Cette énergie nous vient du soleil. Je suis Gilles Gallo, fondateur de Solar Brother. Nous concevons et distribuons des produits du quotidien qui vont du briquet au barbecue solaire, utilisant principalement l'énergie solaire concentrée. Je recherche 75 000 € pour 5% de part de ma société. Et je suis mort de rire parce que le gars est visionnaire quand même. Aujourd'hui, nous, 3-4 ans après, on est en train de vivre une crise de l'énergie. Donc ça veut dire que là, techniquement, je fais l'émission au meilleur moment qui puisse être, puisqu'on nous annonce des coupures de courant pendant l'hiver. Et là, je suis sur le site et on te vend des trucs pour faire cuire ta bouffe. Nickel, quoi. Je veux dire, on n'a plus besoin de l'État. On est autonome. Alors, c'est vraiment pas mal. Il a un site, une espèce de boutique en ligne. Il vend des fours solaires. Il vend des cuiseurs solaires. Enfin bref, il vend des produits autonomes qui marchent à l'énergie du soleil. Je suis très emballé parce que du coup, forcément, après le Covid, nous avons ici, encore une fois, quelque part, une société qui correspond parfaitement à ce qu'on va avoir besoin dans les prochains mois. Et je suis assez conquis parce que c'est un produit effectivement qu'il fallait y penser, quoi. C'est vraiment bien fait son truc. Donc après, moi ce qui me fait toujours peur, bon, mais bien évidemment c'est ce que je vais te dire, hein, 5% pour 75 000 €, ça fait 150 000 € pour 10%, ça fait 1,5 million d'euros. Bah, ça veut dire que ta boîte elle fait du chiffre d'affaires, mecton. Ça veut dire que là tu vas m'annoncer du CA, tu vas m'annoncer plein de choses qui vont me faire dire j'y vais sans aucune hésitation. Alors après, le site est vraiment bien fait, il y a de l'actualité, de la production de contenu. De ce que je vois, il y a vraiment il y a toute une communauté qui a été créée et ça ne m'étonne pas. C'est dans un mouvement relativement un mouvement écolo qui est dans l'air du temps, quoi. Je propose globalement des produits autonomes qui permettent aux gens de ne pas pomper sur l'énergie nucléaire ou je ne sais quelle énergie, bien que moi je ne suis pas particulièrement contre, plutôt pour d'ailleurs le nucléaire, mais bref, on ne va pas parler de ça.
Par contre, ce que je trouve intéressant, voilà, il y a quand même des réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut, quoi, hein, Facebook, il y a même une chaîne YouTube avec des vidéos qui doivent montrer, à mon humble avis, comment fonctionnent les différents produits qu'ils ont mis sur le marché. Voilà, donc on a quand même il y a certaines vidéos qui sont sorties il y a encore 2 semaines. Au moment où je fais cette émission, il y a des vidéos qui sont sorties sur la chaîne il y a 2 semaines. Parce que voilà, Solar Brother ouvre son capital aux particuliers et comme on peut le voir, comme je suis en train de le regarder, voilà, la personne s'occupe de sa communauté et continue de faire parler d'elle malgré qu'elle soit passée à la télé il y a quelques années. Bon, on a une chaîne YouTube qui a 2000 abonnés, un compte Instagram qui a 11 000 abonnés, mais moi je trouve ça extrêmement bien. Ça te montre un petit peu, bien que toi-même qui m'écoutes, tu peux déjà commencer à faire tout ça. Tu peux créer ta communauté, créer des réseaux, discuter avec les gens, montrer ce que tu fais, parler de tes projets, de tes produits, enfin bref, discute quoi, apprends à communiquer, les choses ne se font pas toutes seules. Et là, on est clairement sur une invention et un inventeur qui est à la fois la personne qui commercialise sa solution, à la fois la personne qui communique sur sa solution. On est sur un petit peu ce qui pourrait paraître être un homme orchestre, mais pas du tout. Pour moi, on est sur quelqu'un qui a compris l'ère du temps dans laquelle on se trouve, qui a compris comment ça fonctionnait aujourd'hui et qui du coup utilise les outils qu'il a à sa portée. Et ça me fait plaisir, moi, quand je fais les qui veut être mon associé et quelque part, quelques années après, puisque là on est dans la première émission, voir que finalement la personne elle a continué le projet et que ça continue de fonctionner pour lui. Donc bravo à lui. Maintenant j'ai hâte de voir ces chiffres, même si en parallèle, tu le sais, je vais faire ma petite enquête, mes petites recherches. J'ai quand même hâte de voir ce qu'il y a dans l'entreprise de notre jeune inventeur. Enfin jeune, tout est relatif, mais quand même, c'est bien ce qu'il a fait, je trouve. J'ai fondé ma première entreprise à l'âge de 30 ans, une entreprise solaire. J'ai conçu des barbecues pour cuisiner au soleil. J'ai racheté une usine pour fabriquer le miroir. Avec ces miroirs, j'ai développé des centrales solaires de 5 mètres de large pour la production de chaleur industrielle. Bref, ça a été une aventure qui a duré 10 ans. Un long parcours à la fois en tant qu'entrepreneur et dans l'expertise des techniques solaires. Maintenant, avec mon associé, nous avons fondé Solar Brother dans le but de développer la technologie auprès de tous. Pour ça, on a construit une stratégie sur 2 axes. Une gamme de produits Solar Brother de conception simple et ludique. 2, la mise à disposition gratuite de tous nos plans par téléchargement sur notre site internet en autoconstruction. Aujourd'hui, on a déjà développé 4 produits en 3 ans. 3 ont été reconnus au concours Lépine 2017, 2018, 2019. Vous avez un briquet solaire, un allume-feu solaire, un cuiseur solaire, une dinette solaire pour les enfants. Notre objectif, c'est de développer de nouvelles innovations pour étendre notre gamme à 12 produits. Vous vous dites que certainement tout ça, c'est beaucoup de coûts de développement et que ça doit peser sur notre bilan. Or non, nous sommes déjà rentables. Nous connaissons une croissance de notre chiffre d'affaires de 70% par an. Nous sommes à l'équilibre depuis les 3 premières années et nous avons connu en 2018 un succès commercial sur un nombre de revendeurs assez significatif, plus de 200 points de vente en France, principalement Nature et Découverte, au Vieux Campeur et d'autres magasins, qui nous ont permis de réaliser 310 000 euros de chiffre d'affaires et un résultat comptable de 27 000 euros. Fort de ce premier succès, il nous semble important maintenant de renforcer notre positionnement sur le marché, mais aussi de développer à l'international et d'accélérer ce développement pour devenir le numéro 1 mondial sur le petit équipement solaire innovant. Nous, on est là pour bouger l'humanité, pour propager le soleil sur toute la planète et ensemble, 1 + 1 + 1, des petits Solar Brothers, on va l'illuminer et en faire un monde plus ensoleillé et je vous invite à devenir des Solar Sisters ou des Solar Brothers. Super. Bravo. Ça, c'est du pitch. Hein. Super pitch. Ça envoie. Ça va Vous embarquez. Hein. Ça va mieux que... Ça va mieux. Ça va Vous mieux n'avez pas que bafouillé une seule fois, franchement. Vous l'avez bien, c'était nickel. Hein. C'est à peu près normal qu'il ait eu les félicitations du jury sur son pitch et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, on se croirait à l'intro, tu sais. Je dois te préciser que j'ai regardé, en fait, finalement, c'est rare que je le fasse. J'ai regardé en totalité l'épisode là. En fait, comment t'expliquer? Quand j'enregistre les podcasts, si tu veux, je vois pas ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que quand j'arrive à un point d'arrêt, j'ai plus la visibilité ni sur l'écran. Là, je parle, je vois pas. Bref, peu importe. Et d'habitude, donc, je fais comme ça, point par point, et je découvre avec toi en fait finalement chacun des passages. Mais là, j'ai outrepassé mes droits parce que je peux le faire, et j'ai regardé jusqu'à la fin l'épisode. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé d'abord, moi aussi, sa présentation extrêmement intéressante. Je me suis arrêté au moment où les investisseurs vont dire s'ils investissent ou pas. Et deuxièmement,
avant de te délivrer mon analyse, j'avais besoin d'avoir quelques petits éléments sur la société, comprendre un peu mieux parce que, par exemple, le coût de l'entreprise qu'il a monté avec une usine et tout, ça m'a interpellé, le fait qu'il était un ancien financier. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées un peu dans mon esprit et donc, histoire d'avoir l'analyse au clair que j'allais mener, j'avais besoin de tout voir. Voilà, je voulais quand même te le dire, que tu le saches, c'était assez important. Donc, dans tout ce qui vient d'être dit, effectivement, il te dit qu'à 30 ans, il crée sa première boîte, une entreprise solaire avec des usines qu'il a achetées pour créer des panneaux, etc. Et on va le voir tout à l'heure, cette entreprise, elle a eu une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec la société d'aujourd'hui, même si au premier abord, quand on l'écoute, on a l'impression que l'une et l'autre sont liées. Ensuite, il y a un élément qui nous déclare et qui m'a arrêté, et j'ai pris le temps d'aller chercher, etc. C'est le fait que sur son site internet, il propose gratuitement les plans des produits qu'il vend. Alors, je trouve ça extrêmement original, audacieux. Ça envoie un message d'une force mais incommensurable. Ça te montre la confiance que le créateur a dans ses produits, dans la capacité à écraser la concurrence. S'il fait ça, c'est forcément que dans le produit ou dans la conception, il y a quelque chose qu'il maîtrise et dont il est certain qu'à l'arrivée, les clients, même en reproduisant à la lettre le plan, n'obtiendront pas le résultat que lui arrive à obtenir. Je suppute, parce que bien évidemment, je ne le sais pas. Un autre élément qui est très intéressant dans sa stratégie, c'est qu'il vend des accessoires. Il a un objectif de 12 accessoires. Alors moi, j'ai écrit goodies et accessoires dans mon analyse parce que tu vois, quand tu vends comme ça des petits produits, finalement, c'est son but. Et encore que c'est bien. Moi, je trouve très très bien ce qu'il a fait parce que je ne sais pas si ça a été un changement de stratégie, mais sur son site, il a un produit qu'il vend à 6 500 €. Il y a quand même un produit à 6 500 €, c'est le four solaire. Donc, c'est vraiment important que tu l'entendes. Et sinon, pour tout le reste, on n'est que sur de l'électrique, en fait, du rechargeable électrique. Et c'est vraiment… je trouve ça vraiment bien comme concept. Je dirais que si on retire le produit à 6 500 €, les autres produits les plus chers, c'est le briquet. Alors, c'est assez surprenant. Ça va être le briquet et le barbecue qui sont les produits les plus chers. Voilà. Il y a un autre four solaire à 800 €. Bon, voilà, il y a quand même un peu tous les prix. Il n'est pas sur du produit très haut de gamme. Je trouve que sa gamme de produits, elle est très, très bien faite. Voilà. Et tout ça pour te dire qu'il a une stratégie du produit que tu dois avoir. Il faut que tu saches, par exemple, que tu prends des grandes marques. Je ne vais pas te donner de nom ici, ce n'est pas le but. Mais il y a beaucoup de marques qui se sont développées avec de l'accessoire. Et je considère qu'il est dans l'accessoire au vu des produits. Et je trouve très intéressant qu'il ait choisi d'avoir un briquet. Alors le briquet, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Il le vend entre 900 et 1500 €. Voilà, c'est un briquet solaire. Et alors vraiment, je suis intrigué. Alors d'abord par l'audace du truc. C'est audacieux, je trouve, de vendre un briquet ce prix-là. Alors, il le vend en grande quantité. Attention, hein. On est sur un briquet que tu peux acheter à 120 quantités. Je pense que la cible, c'est les entreprises. Mais je trouve que c'est hyper original. Un briquet solaire, je n'avais jamais vu ça. Donc, je t'invite à aller voir sur le site. C'est difficile de le décrire, mais il faut que tu ailles le voir. Tu tapes Solar Browser, tu verras le briquet, il est à voir. Donc, bon, tu peux en acheter que c'est 120. Hein. Donc, ce n'est pas le prix du briquet que je te donne. C'est pas le prix du briquet en lui-même. C'est le prix de 120 briquets. Donc, tu peux en acheter 120 pour 899 €. Et ça fait que le briquet te revient à 7,40 €. Je refais le calcul parce que j'ai un doute. Oui, c'est ça, 7,50 € le briquet. Donc voilà, je trouve ça extrêmement intéressant à garder dans un coin de ta tête parce que si tu crées une boîte, la stratégie de l'accessoire est une très bonne stratégie. Ensuite, le concours Lépine. Donc il l'a gagné sur 2017, 2018, 2019. Ça, c'est plutôt positif aussi. Question qui me vient naturellement, c'est est-ce que les brevets sont dans l'entreprise ou pas? Ou est-ce que les brevets lui appartiennent? Est-ce qu'il touche? En gros, ça change quoi? Eh bien, ça change que si dans sa société, il a un brevet déposé sur quelque chose, peu importe quoi d'ailleurs, un élément du briquet par exemple, eh bien, à chaque fois que la société vendra cette partie particulière, singulière, attenante au brevet, la société touche des royalties. Alors que si le brevet est à son nom, c'est lui qui touche ces mêmes royalties. Donc, c'est très important de définir qui
à quel nom est adossé le brevet en fait. Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est lui? Voilà, ça a vraiment un poids important. Alors, autre chose d'hyper important dans ce qu'il a fait, il faut vraiment que tu le retiennes, c'est l'anticipation des objections. Je ne sais pas si tu as vu, mais à un moment donné, il arrive et il dit vous devez peut-être craindre le poids du coût du développement de tous ces petits produits, etc. Et en fait, non, on est déjà rentable, on est à l'équilibre. Alors, cette phrase, elle veut tout dire et rien dire. Être à l'équilibre, c'est pas pareil si tu te payes que si tu ne te payes pas. Et je pense malheureusement que si tu dois un jour dire cette phrase à quelqu'un, pense à l'ajouter. C'est extrêmement important pour des chefs d'entreprise. C'est très différent une entreprise où la société est à l'équilibre, mais tout le monde est payé, qu'une entreprise où la société est à l'équilibre, mais personne n'est payé, ou en tout cas, le patron n'est pas payé. Parce qu'une entreprise où tout le monde est payé, mais elle est à l'équilibre, ça veut dire qu'elle est développable et qu'elle est saine. Mais une entreprise qui, elle, le patron ne se paye pas et elle est à l'équilibre, là, il y a un problème parce qu'il faut quand même payer le patron. Tout travail mérite salaire, c'est relativement important. Ensuite, il nous dit qu'il a une croissance annuelle de 70%. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Ça veut tout dire et rien dire. De quoi on parle? Et puis surtout, ta boîte, quand est-ce que tu l'as créée? Combien elle a de recul? C'est normal que la première année, tu aies 70% de croissance. Est-ce que c'est toujours normal que tu l'aies au bout de la 5e année? Non. Donc tu vois, entre la première et la 5e année, il y a quelques années, c'est le cas de le dire. Et selon où tu te situes, tu n'auras pas la même croissance. Et ça, pareil, fais très très attention. Voilà, donc là, il dit après qu'elle est à l'équilibre depuis 3 ans, avec une croissance de 70%. Idem, c'est pas cohérent. Pour moi, il y a un problème quelque part. Voilà, l'objectif ensuite, il est défini, l'international. Et voilà, donc en gros, je trouve que c'est bien comme ça d'afficher des objectifs clairs en disant, voilà, moi je veux m'ouvrir sur d'autres pays parce que j'en ai la capacité. Un point hyper important, c'est aussi, il finit avec l'utilisation du nom de la marque. Donc je trouve ça très très bien. Il a appelé sa boîte Solar Brother et il les incite à devenir des Solar Sisters ou des Solar Brothers. Je trouve ça vraiment très malin de sa part. Quand tu as des noms comme ça que tu peux réutiliser au quotidien ou dans les discussions, il ne faut pas que tu hésites à le faire. Ça renforce ton positionnement. Si vous nous parliez un peu de vos produits justement, par exemple le four, comment ça fonctionne? Tous les produits sont basés sur le même principe technologique. Vous connaissez certainement le solaire photovoltaïque. Là, tout le monde, c'est des rayons, on capte, on le transforme en électrons, ça fait électricité. Nous, c'est le deuxième principe du solaire qui est méconnu, mais qui existe aussi depuis très longtemps, depuis 2000 ans, c'est connu. Donc nous, on n'a pas inventé le principe, on la met en lumière, on le remet en lumière. Le principe, c'est la concentration des rayons. Ici, sur ce cuiseur-là, qui tient dans un sac comme ça, c'est une origami, moins de 1 kg. Il se déplie en 30 secondes. Je vous montre juste l'objet pour voir le côté compact et design du produit. Super. Donc c'est une origami de 11 panneaux. Les 11 panneaux se forment avec 2 clics. Ils vont concentrer, tous ces miroirs vont concentrer les rayons sur la marmite et la faire monter en température. Je reste que sur le principe. On va retrouver le même principe pour vous l'expliciter sur différents produits. Sur ce produit-là, là on a une courbe parabolique, c'est un barbecue solaire. Barbecue, ouais. On a une courbe parabolique dans ce sens-là qui concentre le rayon sur le tube. Ce tube est isolé. Il y a 2 principes pour monter en puissance en solaire, c'est la concentration et la rétention de chaleur. Là, ça retient la chaleur. Alors là, certes, on cuisine à l'intérieur, on peut mettre jusqu'à 2 kg de viande, ça monte à 200 degrés en 5 minutes. Principal avantage... Combien de temps, pardon? Combien 200 degrés en 5 minutes. Mais il faut un énorme soleil. Non. Non. Même avec des nuages, ça va fonctionner. Même Même en Bretagne? Quand il faut quand même un peu de soleil. Même à Dunkerque? Alors, lui, il va monter de la cuisson douce, il va monter à 120 degrés, lui va monter à 200, 250 degrés. Mais le principal avantage de la cuisson, c'est qu'il n'y a pas de flamme, pas de feu, pas de fumée. Ouais. Donc, 0 restriction. Vous pouvez cuisiner sur votre balcon, à la campagne, en forêt, à la plage. Moi, je l'ai fait pour moi, j'étais un pêcheur. Wow. À Paris, je suis moins pêcheur, quoi. Mais à Toulon, j'étais un pêcheur, je voulais pouvoir cuisiner mon poisson sur la plage. Là, je suis au jardin d'acclimatation à Paris. Parfait. On voit qu'on peut cuisiner de partout, même dans un parc. Ok. Voilà, je suis pas le plus grand cuisinier du... Oui, ça se voit, oui. Donc voilà, là j'ai fait une jarre de ratatouille, j'ai tout mis, j'ai fait aussi des saucisses, histoire de... Combien de montrer. temps vous l'avez laissé? La ratatouille, 45 minutes sur ce cuiseur-là. Là, on était avec mes enfants, effectivement, et on cuisinait... Là, c'était la saucisse, c'était juste réchauffée, mais 15-20 minutes, ça se réchauffait. Vous comptez, de toute façon, ça reste de la cuisson douce. Hein. Bien sûr. Rajoutez 30 minutes à vos temps de cuisson. Si vous voulez passer sur de la grillade ou chauffer 3 litres d'eau... Ça non, hein, ça reste de la cuisson douce, vous faites tout, on fait même du pain. On a fait du pain à Paris en Mais si vous voulez 1h30. faire cuire des œufs durs, Ah, dans l'eau, ça demande il faut beaucoup faire d'eau. bouillir l'eau quand même. Hein. L'eau, il faut choisir quand même ses recettes. Sur ça, on conseille pas de grillade, c'est évident, et pas 3 litres d'eau. Bon, je crois que tu le vois, on est sur quelqu'un qui connaît parfaitement
le côté technique du produit, l'utilisation du produit. Le passage est un peu long, j'en suis désolé, mais c'est une leçon presque, j'ai envie de te dire, parce qu'on a quelqu'un ici qui est capable autant de t'attirer sur les points positifs que sur les points négatifs. Il n'hésite à aucun moment. Alors je pense que si c'est difficile dans ces cas-là d'aller amener les défauts de ton produit lorsqu'il dit ben non, tu ne peux pas cuire des œufs, tu es obligé de choisir tes recettes. Mais tu vois, il va générer autant dans l'aspect technique, les specs finalement, de l'enthousiasme quand il dit ben, c'est chaud en 5 minutes. Là, incroyable. Directement les gens, ah ouais alors s'il y a des nuages, bon si on est en Dunkerque, tu vois, tout de suite les gens essayent de trouver à quel moment ça coince. Donc c'est intéressant je trouve de voir ça. Après, il a très très bien répondu à tout. Il faut vraiment que tu t'inspires de ça. Quand tu fais une présentation comme celle-ci d'un produit, mais pareil pour un client d'ailleurs, que ce soit pour des pitcher des investisseurs ou pour un client, il faut que tu saches qu'en fait, l'incapacité que ton produit va avoir à ne pas répondre à l'entièreté des attentes, c'est rassurant. Moi, j'aurais trouvé bizarre si le mec répondait oui à tout, mais en fait, tu comprends très bien, ça paraît logique en fait qu'il y ait des problématiques liées à la technologie solaire et à la façon dont tout ça est finalement possible. Et donc, si tu veux, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il n'y a aucun problème sur le fait que ça ne soit pas réalisable. C'est toujours problématique quand le vendeur, le directeur, l'inventeur, enfin bref, peu importe, la personne qui te pitch, qui te parle du produit, elle invente des caractéristiques, elle cache finalement les défauts du produit. Il faut que tu saches que c'est normal qu'il y ait des défauts. Et comme il l'a fait tout à l'heure en anticipant les objections, il vaut mieux qu'en fait, tu t'organises peut-être pour commencer par justement ce qui ne fonctionne pas bien ou ce qui pose problème, pour ensuite contrebalancer sur des caractéristiques qui sont exceptionnelles de ton produit, parce que le cerveau humain va de toute façon se concentrer d'abord que ce sur quoi tu vas terminer, premièrement, et deuxièmement surtout, et c'est important, il va chercher de la cohérence. Et donc, ça n'existe pas un produit qui fait tout. Même si on le cherche toujours, même si on croit au mouton à 5 pattes ou j'en sais rien, tu sais très bien au fond de toi comme moi d'ailleurs, que le produit qui fait tout, qui répond à toutes les demandes, qui a toutes les caractéristiques, elle n'existe pas, pas pour l'instant. Alors après, voilà, la technologie avançant, peut-être qu'un jour on arrivera à créer un système d'énergie solaire entièrement propre et qui nous rendra tous autonomes. Et encore que, est-ce que les États seront d'accord pour que ça se passe? Je ne le sais pas. Mais toujours est-il que on doit bien prendre en considération le fait qu'ici, on a quelqu'un qui d'abord maîtrise complètement son produit, sans doute par son expérience professionnelle, mais ensuite qui a la capacité de donner les avantages et les inconvénients sans aucune arrière-pensée. Et ça, il faut que tu t'en inspires, mais carrément, n'hésite pas à amener sur la table des problèmes et à en parler. Même à ta banque, quand tu vas lever un financement, il n'y a aucun souci. Moi, c'est vrai que quand je vois aujourd'hui comment je pose mes dossiers, alors c'est marrant, je pose toujours les mêmes dossiers, mais moi j'ai changé en fait. J'ai changé ma manière d'aborder les projets, d'aborder les problèmes. Je n'ai pas de problème à parler avec mes banquiers des couacs, des difficultés que je rencontre, parce que je sais très bien qu'ils savent qu'il y en a, et parce que je sais très bien aussi que c'est en parlant avec eux, en trouvant les solutions, que je vais arriver à avoir la bonne idée ou la manière d'aborder le truc qui va me permettre de réaliser justement le projet. Et toi, c'est pareil. Ce que je veux que tu gardes en tête ici, et que je trouve capital, c'est qu'on a tendance tous d'ailleurs à trop vouloir se vendre, à cacher les aspects négatifs de ces projets, de ces produits, peu importe de ce que tu fais d'ailleurs, alors que justement, dans cette négativité, certains vont y trouver leur compte. Par exemple, regarde, je vais te parler de mes formations rapidement. Je sais très bien que le défaut de mes formations, c'est leur volume. Il y a énormément de volume, mais je l'assume complètement parce que je considère moi-même qu'en réalité, il n'y a pas besoin de tout savoir en profondeur, mais il faut avoir connaissance de tout. Pour moi, je vois une nuance qui est importante. Je pense que c'est bien quand tu as une connaissance élargie dans certains métiers pour pouvoir répondre à un ensemble de problématiques. Si aujourd'hui j'arrive à résoudre pas mal de problèmes, c'est parce que je pense, alors peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je crois en tout cas, que j'ai une connaissance élargie de l'immobilier français. Voilà, c'est ma vision. Elle est discutable, elle est possiblement, objectable, parce que certaines personnes te diront oui, mais une bonne formation, c'est une formation courte, rapide et où j'apprends plein de choses. Oui, alors moi, je n'ai pas trouvé comment faire dans un métier de droit pour faire court et rapide. Mais après, voilà, peut-être qu'il y en a qui arrivent beaucoup mieux que moi et c'est OK.
Mais je pense que tu dois, toi aussi, être capable comme ça de pointer du doigt les qualités et les défauts de tes produits, d'être capable d'en parler et de ne pas avoir de problème avec ça. Voilà, c'est important, même quand tu vends comme là un produit ou des parts de société où tu as besoin de quelque chose, il ne faut vraiment jamais que tu hésites à en parler. Après, par contre, et là je vais finir là-dessus, c'est stratégique. Tu dois au préalable évaluer, définir quel sera le meilleur moment pour parler justement de ce défaut, de cette problématique, enfin bref, du sujet qui est une petite épine dans ton pied. Tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas? Allez, sans plus de transition, Magnéto Patrick. Moi, je vous écoute, je trouve que vous parlez bien. Par contre, en vous présentant, vous avez parlé d'une société antérieure. Oui. J'ai l'impression que c'était une grosse entreprise. Et vous l'avez toujours Non, c'est une première expérience qui a duré 10 ans, sur laquelle qui s'est finie sur une faillite, en tout cas. Et après, j'ai rebondi 2-3 mois après. Ce qui est important, c'est que cette première entreprise où vous avez fini, et c'est tout à votre honneur de nous le dire, vous avez fait faillite. Je n'ai pas honte parce que j'ai fait faillite la première fois aussi, donc ça n'empêche pas de réussir. Bien au contraire, il faut que ce soit un mal pour un bien. Et j'espère que ça va vous permettre quand même d'être meilleur au niveau du modèle économique que vous mettez en place. Donc Marc ici, on pourrait croire qu'il appuie où ça fait mal. On sent une pointe de gêne dans notre jeune entrepreneur. c'est ironique, hein, c'est de l'humour. C'est mon humour un peu particulier, pardonne-moi. Et comme il dit Marc, il ne faut pas en avoir honte. En définitive, tu peux faire… En fait, je vais même te dire quelque chose qui va peut-être te choquer parce que moi, je connais des gens qui ont fait faillite. Je n'ai pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec la faillite, comme le dit Marc, dans la mesure où chacune des faillites diffère. Je vais m'exprimer encore autrement pour qu'on soit bien OK dans ce dont on est, du sujet en fait, du propos que je suis en train de tenir. En gros, si tu fais faillite une première fois parce que tu n'as pas le bon produit ou j'en sais rien, tu n'as pas voilà, tu t'es planté sur ta gamme de produits, bon ben ça arrive. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu peux très bien proposer un produit, faire faillite, ça ne se vend pas. C'est une faillite qui est audible. C'est hyper dur d'avoir des produits qui se vendent. Enfin voilà. Ok. Deuxième faillite d'affilée. Alors certains vont me dire, ah ouais, mais il a fait 2 fois faillite, tu te rends compte? Non, en fait, deuxième faillite. Là, tu as un produit qui marche. Tu gères ton argent n'importe comment et tu fais faillite parce que tu as fait n'importe quoi avec l'argent. Ok. Aucun problème. Pour moi, le mec monte derrière encore une 3e boîte, il refait faillite parce que là, il a le produit, il a l'argent, alors il gère bien, il gère son produit, mais il se fait voler par un de ses salariés ou un collaborateur, un associé, peu importe. Il se fait voler de l'intérieur, bim, faillite. Et il reconstruit une boîte et là, bam, ça marche. Parce que 3 entreprises, mais la 4e, c'est la bonne. Et c'est OK. Pour moi, il n'y a aucun souci dans ce scénario, d'aucune sorte. Parce que, si tu veux, pour moi, là, on est dans un processus d'apprentissage qui passe par des phases extrêmement difficiles, les faillites à répétition, mais la 4e entreprise marche parce que, au fur et à mesure, correction du tir, la personne sort un projet tip-top qui fonctionne. Maintenant, tu prends une autre personne qui, elle, fait faillite une première fois parce que tout fonctionne, mais il prend de l'argent dans la boîte un peu trop, faillite. Deuxième entreprise, là, il roule tout de suite en Porsche et tout, ça marche, tac, tac, refaillite. Là, je pourrais te la refaire une 3e fois, mais tu as compris l'idée. Si à chaque fois la personne, sur chaque faillite, elle reproduit inlassablement le même schéma, c'est là où il y a un vrai problème en fait. Et c'est ça que les Français, j'ai envie de dire, mais oui, c'est ce que je pense au fond de moi. Bon, tu m'excuses, hein, je critique personne en disant ça, mais c'est l'impression que j'ai. Je crois que c'est pour moi, en tout cas, l'incompréhension que l'on peut avoir vis-à-vis de tout ça, elle se situe exactement à cet endroit-là. La faillite, elle n'est jamais grave tant qu'elle est expliquée et qu'elle implique une modification de comportement chez celui qui l'a subi. Mais dès l'instant qu'on a des personnes qui font faillite, mais qui, envers et contre tout, continuent inlassablement de reproduire le même schéma sans jamais se remettre en question, sans jamais changer quoi que ce soit à leur comportement, sans même jamais entrevoir d'où vient le problème. Parce que moi, je connais des personnes autour de moi qui ont des problèmes financiers.
Le problème, c'est eux, mais quand tu les écoutes, ça fait jamais partie de l'équation, quoi. C'est la faute bien comment on appelle, de l'économie générale, c'est la faute des impôts, c'est la faute, enfin c'est jamais leur faute. Sauf que quand au bout de 2-3 fois, on a toujours le même schéma qui se reproduit devant nos yeux ébahis, à la fin, moi comme je dis souvent à ma femme, tu sais, des fois ma femme me dit « Oh, t'as vu, lui, machin, il s'est engueulé avec un tel, il s'est engueulé avec... » Quand t'as une personne qui s'engueule avec 3-4 personnes, c'est pas qu'il a des problèmes avec tout le monde, c'est que le problème c'est lui en fait. Mais ça, c'est très dur parce que, même pour moi, tu vois, comme tout le monde, j'ai des défauts. J'ai des défauts, là on parle de travail, donc dans mon travail, il y a des choses qui ne marchent pas comme je veux, mais c'est ma faute, et je le sais. Et je suis parfois là, à chercher, à pas trouver, et ça m'énerve, ça me gonfle, mais d'une force. Mais je sais que au moins je sais que je suis le problème. J'ai envie de te dire, moindre mal. Mais bon, comme je ne trouve pas la solution, ça m'énerve toujours. Mais voilà, donc ce que j'essaye de t'envoyer comme message, déjà, si tu arrives dans la détection des symptômes, à analyser que c'est toi le problème et que tu y travailles, déjà, j'ai envie de te dire, tu es sur la voie de la guérison. Après, surtout, voilà, Marc a très bien fait de le dire. Lui-même, il a fait faillite. Ça n'est pas grave du tout. C'est vraiment, malheureusement, c'est très dur l'entrepreneuriat. C'est à la fois très dur et à la fois pour certains très facile. C'est ingrat, c'est injuste, c'est tout ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, qu'importe. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner, de ne pas reproduire le même schéma et de se remettre en question régulièrement. De se dire, ok, je fais des choses, mais ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je fais pour que ça change? Qu'est-ce que je fais pour que j'encaisse de l'argent? Qu'est-ce que je fais pour que j'ai les résultats que je convoite? Et à un moment donné, j'arrive et j'arrête de refaire toujours la même chose. Après, on est des êtres humains, on est tous pareils. Ça m'arrive à moi aussi, je te rassure. Donc, j'aimerais vraiment que tu le mettes dans un coin de ta tête. Là, on a un petit passage très court qui, l'air de rien, te met une cartouche très violente que j'aimerais que tu te graves au fond de toi. Mais c'est de tout pareil. Tu fais pareil avec ta femme ou avec ton mari. Tu fais pareil avec tes enfants ou avec tes frères et tes sœurs ou avec tes parents. Tu fais pareil avec tes amis. On a tendance parfois à reproduire le même schéma et à ne jamais se remettre en question. Remets-toi en question. Oui, c'est difficile. Oui, ça implique du changement. Oui, parfois, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et parfois, la montagne, elle est haute et elle est dure à monter. Mais, il y a un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Résultat, tu veux des résultats ou tu veux passer ta vie à avoir des regrets. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Allez Patrick, envoie la suite. Justement, vous êtes combien aujourd'hui? On est 2. Ah, vous êtes que 2? On n'est que 2 aujourd'hui à assurer toute l'activité de A à Z. Aucun salarié? Aucun La salarié. répartition de départ? J'ai 40%, mon associé Gatien à 20%, et après on a une directrice artistique qui a 10%, et après c'est une kyrielle de Love Money qui se répartissent les 30%. D'accord. D'accord. Et vous prenez un salaire? Oui, Vous, on est tous les Gatien? deux payés Oui. avec Gatien. On a un vrai salaire, pas énorme, mais on a un vrai salaire satisfaisant quand même. Vous êtes distribué où et comment aujourd'hui? On est distribué principalement. Alors on a deux pistes de réseau de distribution. Ça va être la vente directe. Ça représente combien de votre chiffre La d'affaires? vente directe, je crois que ça représente 25% à 30% à aujourd'hui, mais le site est quasiment qu'en français. Il va arriver dans les C'est ça que c'était ma question Il va d'après. arriver dans les prochains jours en anglais et dans toutes les langues. Il est en train d'être fait. Et on connaît une belle traction à l'international par des distributeurs. On vient d'ouvrir ce mois-ci le Japon par un distributeur. On a ouvert la Hollande. On doit ouvrir l'Espagne bientôt et le Canada prochainement. Et vous avez quel niveau de marge sur vos produits? Ma marge moyenne est de plus de 50% à 60% sur mon dernier bilan. Attendez, parce que ça, faut être précis. Si le four revient à 10 € à fabriquer, je prends un exemple, vous êtes capable de le donner en distribution à un réseau qui va vous demander de faire x2 dessus, et vous avez encore de la marge après? Là, tu peux prendre toutes les questions qui viennent de lui être posées en bataille et de te les poser à toi-même sur tes activités. Vraiment, combien de personnes qui travaillent dans ta boîte? Est-ce que vous vous payez un salaire? Et réponds à la question à laquelle je me demandais tout à l'heure, tu m'as compris. Là, ici, on peut clairement déceler, à mon avis, une conséquence de sa précédente faillite. Je dirais d'ailleurs que justement parce qu'il a fait faillite, il n'est plus du tout dans une démarche d'embauche et de salarié. Ils se sont salariés, lui et son associé. Remarque qu'il a cédé 10% de part à une directrice artistique. Ça évite de lui donner un salaire et il la paye en bénéfice, ce qui fait qu'elle est payée au résultat. Et lui ne prend pas de risque, il ne se retrouve pas face à des charges qu'il ne pourrait pas assumer. Je suis clairement convaincu au fond de moi et dans mon analyse que tout ça est lié à son ancienne société parce que en fait, le problème des usines, de tous les gros trucs comme ça, c'est quoi? C'est les charges. Des charges. Mais quand je dis les charges, je ne parle pas que des charges salariales. Je te parle des charges en général. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que tu es capable d'assumer des charges aussi grosses? Parce que tu vois, on te parle toujours, moi le premier, grossis ton chiffre d'affaires, grossis ton chiffre d'affaires. Mais le problème d'un gros chiffre d'affaires, c'est que ça va avec des grosses charges.
Et que quand, comme aujourd'hui, il y a un énorme ralentissement économique, c'est là où les grosses charges te font beaucoup de mal. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de tailler dans le gras quand ça fait mal. Parce que c'est dur, hein, surtout en France. Tailler dans le gras, ce n'est pas quelque chose de facile. Ensuite, on lui pose des questions sur la marge. Donc, il a une marge de 50 à 60%. Là, on est sur quelque chose de un petit peu particulier, comme l'a très justement repris Marc Simoncini. La difficulté ici, c'est de bien comprendre s'il a sa marge assurée en assurant la marge de ses distributeurs. Il t'explique qu'il a tout un réseau de distribution. C'est très bien, les réseaux de distribution, ça te garantit un certain volume de vente. Mais le problème de ces volumes de vente et de ces réseaux de distribution, c'est qu'eux, ils veulent des marges arrière. Enfin, pas que des marges arrière d'ailleurs. Ils veulent une marge de produits sur site et des fois même des marges arrière. Il faut pouvoir les assumer. Et je trouve que sa réponse, elle n'est pas franche du collier. Je ne vais pas le juger. Il a répondu oui, c'est très bien. Il a monté une superbe entreprise. Bravo à lui. Mais, je veux le préciser, c'est pas évident. Et Marc, tu as remarqué, Marc Simoncini qui a l'habitude, il a dit attention, là on est sur un point extrêmement précis. Quand on travaille avec des distributeurs, il faut être capable de travailler avec des distributeurs. Et c'est pas facile. Ok ? La distribution aussi, comme ça a intéressé Marc, 25 à 30% sur le site et 70% avec les réseaux de distribution, tout en sachant, comme il l'a précisé lui-même, qu'il n'avait pas encore aujourd'hui un site qui était converti dans d'autres langues. Bon, ben pour moi, la société, en tout cas, elle apparaît comme étant clean. Maintenant, la difficulté, ça va être, je trouve, la valorisation qui ne correspond absolument pas, parce que d'abord, pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait les éléments de valo, mais surtout, je trouve quand même que c'est cher pour une société qui est relativement récente. Et votre objectif en revenu cette année? Vous avez fait 310 l'année dernière? 450 cette année. 450. Combien coûte le cuiseur solaire? 69 € prix public. Et c'est fabriqué en France? Fabriqué en France. Et qu'est-ce que vous attendez d'un investisseur? Parce que là, vous demandez 75 000 € pour 5%. Oui. Donc c'est un investissement, hein, ça laisse peu de place, vous ne cherchez pas un associé. Nous, on est sur une levée de fonds globale D'accord. de 5 à 600 000 €. Et qu'est-ce que vous allez faire des 500 000 €, s'il vous plaît? Un, développement de notre gamme jusqu'à 12 innovations. Et de deux, surtout, c'est le développement à l'international. Les salons, le recrutement commercial, c'est surtout du commercial, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que votre concept, il n'est pas duplicable par quelqu'un d'autre? Là, par exemple, le cuiseur, il est breveté? Le cuiseur, il est pas breveté. C'est du dessin et modèle, c'est du design. Après, comme on vous dit, on n'a pas peur de la concurrence, puisqu'on donne tous nos plans. Déjà, on les donne pour que les gens fabriquent eux-mêmes leurs fours. Mais vous les donnez ou vous les vendez? Oui. Non, on les donne. On les donne. C'est téléchargeable gratuitement. Par contre, s'ils veulent avoir la même efficacité que nous, ils vont devoir prendre notre miroir, qui est facile. Sur lequel vous touchez de l'argent parce que vous l'avez conçu. J'ai conçu, je le fabrique et je le distribue. Hein. Et je le coupe en morceaux et je le distribue, quoi. Très bien, très bien. Ok, bon. Tu as peut-être remarqué qu'à un moment donné, j'ai un petit peu éludé la question de la répartition de son capital social. Donc, je te rappelle que son capital social, il est détenu à 30% par de la Love Money, à 10% par sa directrice artistique, il y a 20% sur son associé et 40% pour lui. Et je t'en ai pas parlé parce que j'attendais en fait la fin, ce passage pour en parler, où en fait il nous annonce qu'il est sur une levée de fonds globale de 5 à 600 000 €. Donc ça veut dire que globalement, s'il cherche 500 000 €, qu'il récupère 75 000 € ici avec les investisseurs, il ira chercher plus que 425 000 €. Et s'il cherche 600 000 €, eh bien on se retrouve avec le même calcul pour 525 000 € qui restera à lever. L'objectif de cet argent, c'est d'aller faire du commercial à l'international, affiché, hein, puisqu'il en parle librement. C'est une allocation financière qui est audible, pas idéale mais audible. Ce qui me pose problème ici, et tu vois, autant je suis toujours le premier à te dire oui, on s'en fiche finalement des parts de société. C'est pas hyper important que tu en aies, que ce soit toute ta propriété, qu'elle t'appartienne toute. Mais là, on a un capital social qui est extrêmement éclaté. On a 30% qui doivent être répartis sur de la famille. Alors certes, il y a des éléments que je ne maîtrise pas. Par exemple, dans ces 30% de Love Money, quel est le pourcentage de cet argent qui revient au fondateur? Je m'explique. Imagine par exemple qu'il y ait 10% qui appartiennent aux parents de l'inventeur, qui nous parle depuis tout à l'heure, dont j'ai mangé le prénom, tu m'en veux pas, désolé. Bien, si ses parents ont 10%, quelque part, en réalité, il n'a pas 40%, il a plutôt 50%. Donc ici, tu comprends bien que je n'ai pas les éléments et je ne suis pas dans les secrets des dieux pour connaître la répartition. Mais on va quand même occulter le fait que ce soit de la Love Money. Là, on est sur une répartition qui me dérange. Je dirais que quand tu crées une boîte,
c'est quand même assez important qu'il y ait un des associés qui ait plus de la majorité, qui puisse la conserver et qui ait l'opportunité aussi de vendre ses parts en même temps. Pourquoi ? Parce que ça équilibre un petit peu. Voilà, ça permet d'aller chercher du capital tout en gardant une forme de contrôle. Après, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais il n'y a pas de règle. Là, aujourd'hui, son entreprise, elle existe toujours, ça tourne. Si ça marche et que ça a marché, tant mieux, il aura bien fait. Il est quand même aujourd'hui majoritaire puisque derrière lui, on va dire 40%, donc c'est lui. Puis après, il y a 30% qui sont de la Love Money. Puis après, on tombe à 10 et à 20%, qui est ni plus ni moins que la moitié et un quart de sa valorisation. Donc, il conserve malgré tout une majorité. Mais pour la première fois dans l'histoire de Qui veut être mon associé, tu vois, là, je me retrouve face à une répartition de parts sociales que je trouve un peu limite, quoi. Voilà. Et j'aurais clairement pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Tu vois, par exemple, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, le fait qu'il ait donné 10% à sa directrice artistique, là pour moi, et je vais pas commencer à émettre de jugement, je ne connais pas sa directrice artistique, mais c'est un petit peu avoir donné des parts à quelqu'un qui comment on justifie réellement le fait que cette personne elle ait des parts? Est-ce qu'elle a un enjeu? Est-ce qu'une directrice artistique, ça n'est pas finalement quelqu'un qui est interchangeable relativement facilement? Je me pose la question. Et d'ailleurs, ça m'amène sur ce sujet-là. On est tous remplaçables, on ne va pas se mentir. Mais avant de donner des parts, demande-toi toujours si les parts que tu vas donner, tu ne vas pas les donner à quelqu'un à qui justement tu ne devrais peut-être pas les donner. Tu vois? Moi, dans mon entourage, un jour, j'ai un ami qui voulait vendre des parts de sa boîte à son directeur marketing, que je trouvais super, hein, mais comme je lui avais dit à l'époque, on en avait parlé, je ne sais pas s'il m'a écouté ou pas au final, mais bon, en tout cas, il a suivi, il s'est orienté dans la direction de mon conseil. Moi, je lui avais dit, mais tu ne cèdes pas des parts à un directeur commercial. Un directeur commercial, ça se change, il y en a des meilleurs, tu en trouveras toujours un. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie que ce gars-là, il ait des parts, quoi? Voilà, moi, je me pose toujours ces questions-là. Après, attention, un très bon commercial, c'est toujours intéressant d'en avoir un. Mais il faut que derrière, il amène vraiment de la valeur en plus de son métier. Parce que je suis désolé, mais des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, tu en trouves relativement facilement et des très bons. C'est qu'une question d'argent. C'est pas… Alors après, voilà, ceux qui sont très bons, par contre, c'est une question de compétence, mais ceux-là sont pris. Donc voilà, bref, tu m'as compris. Réfléchis bien à qui tu rétrocèdes des parts de ta boîte parce que, oui, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, il y a de l'enjeu derrière, n'est-ce pas? Il y a de l'enjeu. Voilà. Après, bon, mais voilà, pour tous les autres éléments, il a encore une fois répondu à tout. Moi, je trouve qu'il a vraiment une boîte dans les mains, à mon avis, qui est cohérente, qui fonctionne. Maintenant, la question à laquelle on attend la réponse, c'est est-ce qu'il va avoir un financement et surtout, est-ce qu'on va avoir la réponse maintenant? Je ne sais pas. Bon, très bien. C'est peut-être moi, je Bon, peux c'est le peut-être moment de vous se dire, prononcer. oui, vas-y. Catherine, on commence. Il y a plein de choses, Gilles, dans ce que vous dites qui me parlent beaucoup. Vous parlez de sens. C'est vrai qu'on cherche tous du sens dans son travail et vous le faites au quotidien et c'est chouette à regarder. Vous avez parlé d'échecs. Ça aussi, c'est important de dire je me suis trompée, mais j'en ai appris des choses et c'est très bien. Vous avez une vision de développement, c'est remarquable. Il y a un truc, je m'emballe pas sur les produits, je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai vu des avis clients sur Internet qui n'étaient pas super positifs. Les gens disent le temps de cuisson est super long, c'est sous-estimé sur la notice, il ne faut pas être pressé, c'est fun, mais bon, voilà, donc… Il y a aussi des avis positifs. Bien sûr, mais Oui. je Mais vais on regarder. essaie de corriger ça, Et effectivement. donc, voilà, pour cette je hésitation-là, c'est la raison pour laquelle je ne vous suivrai pas. Mais merci de nous avoir partagé Merci. ces belles inventions. Bonne suite. Merci. Alors tu vois, c'est la première fois que je l'entends, mais effectivement, elle s'est basée sur les avis clients qu'elle a vus. Ok, audible. Elle a aussi omis d'avancer le fait qu'on est dans des technologies et surtout sur des concepts sur lesquels elle n'aurait pas une grande influence. Là, je parle plutôt sur la partie construction, assemblage et fabrication des produits. Par contre, encore une fois, Catherine, je me rappelle, moi, quand j'avais fait les premières analyses de la première série de Qui veut être mon associé, ce que je trouvais pas désolant, mais un peu triste, c'est qu'elle a une capacité sur les sites web à générer du trafic et à attirer du monde. Bon, voilà. C'est une capacité qui est compatible avec 100% de tous les projets. Après, elle est difficile. C'est aussi audible qu'on soit regardant sur le choix de ce dans quoi on investit. Les avis clients, c'est à double tranchant. Moi, c'est quelque chose que j'aime et que je déteste à la fois.
Voilà, c'est comme ça. On est dans une époque maintenant où Internet a démocratisé et mis en avant et permet à chacun de laisser un avis. Et là, tu vois que ça a un vrai pouvoir contre lequel on ne peut pas lutter. Sa réponse, elle est parfaite. Il a reconnu que c'était vrai et qu'il travaillait pour lutter contre ce sentiment que ça fonctionne mal. Mais à part dire ce qu'il a dit, il n'y a rien à faire. Si tu as des avis clients négatifs, moi, mon meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est déjà d'y répondre. Hein, ça paraît bête, mais il ne faut pas hésiter à répondre à ça. Et ensuite, il ne faut pas hésiter non plus, finalement, à, comme il l'a fait lui-même, corriger le tir en interne et améliorer son produit, la qualité de ce qu'on propose. Parce qu'il n'y a pas de meilleure réponse, finalement, à un client insatisfait que de proposer un produit qui tienne compte, finalement, des reproches qu'on peut lui faire et qui s'améliore, en fait, finalement. Et que si le client, malgré qu'il ne soit pas content un jour, il tombe sur un autre client qui, lui, est hyper satisfait et qui lui dit « Ah oui, mais ça a été amélioré, machin », peut-être que le client reviendra et c'est tout bénef pour toi. Voilà, c'est mon analyse, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, à méditer. Donc vous demandez 75 000 €, hein, c'est ça, pour 5%. Donc ce qui valorise votre entreprise à 1 500 000 €. Oui. Vous avez dit que vous réalisiez 27 000 € de résultats comptables. Oui. Donc ça valorise l'entreprise à 55 fois ses résultats, c'est quand même beaucoup. Oui. Pour finalement un élément de différenciation qui est assez limité, et je pense que votre marché il peut être accessible sans trop de difficultés par d'autres. Donc c'est la raison pour laquelle moi je ne suivrai pas. Voilà, je passerai. Je comprends. Là, c'est le son de l'inéluctabilité. Ah, la Delphine, elle a été. Alors, premièrement, elle a été extrêmement utile. Si jamais, par exemple, Eric, je dis ça au hasard, hein, bien sûr, voulait négocier, là, elle vient de tendre une perche énorme à une éventuelle négociation. Et bien évidemment, moi, c'est ce qui m'a choqué depuis le début de cette émission. Il fallait bien que quelqu'un lui fasse remarquer. Tu ne peux pas arriver avec 27 000 € de résultats comptables et espérer valoriser ta boîte à 1,5 million. Surtout que, et c'est là où, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bien que je fasse ces émissions avec le recul. L'année suivante, l'année de 2019, donc je te rappelle qu'il avait annoncé un prévisionnel, donc là il avait fait 315 000 €, 310 000 €, il a envisagé de faire 450 000 €. L'année d'après, il a fait 315 000 € de chiffre d'affaires pour un résultat net de moins 100 000 €, moins 104 000 €, c'est énorme. Donc c'est vrai que ça te montre déjà premièrement que les prévisionnels, ça ne sert à rien. Tu n'as aucun moyen de savoir comment les choses vont évoluer. Bon, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, elle a raison. 55 fois la valeur de sa boîte. Les entreprises, elles ont une valeur. Tu peux faire ce que tu veux. Ça a une valeur intrinsèque sur laquelle tu peux te baser pour les acheter. Et tu arrives à les acheter à ce prix-là ou pas. Donc, il y a plusieurs manières de calculer. Ça dépend de plein de choses. Je ne vais pas rentrer ici. Chaque société va avoir son mode de calcul et sa façon dont elle peut être rachetée. Ok, aucun problème. Le détail ici important, c'est que Delphine, elle factuellement, elle dit, voilà, moi, au vu de la valo que vous en demandez, c'est hors de question que j'achète à ce prix-là. D'abord, parce que, premièrement, bien, ça ne marche pas comme ça. Hein. On ne peut pas demander 55 fois la valeur d'une boîte sous prétexte que vous me vendez un chiffre d'affaires qui va faire que grossir de 70% par an. La croissance à l'infini, ça n'existe pas. Mais deuxièmement, et c'est là où tu vois que moi, j'ai adoré quand il a dit ça, moi aussi. Hein. Je suis parti de ceux qui ont trouvé ça super. Mais là, on voit bien que c'est aussi un argument contre lequel on ne peut pas lutter. Elle dit, Delphine, mais désolé, mais vous offrez les plans de ce que vous vendez. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce qui empêche les gens de se lancer contre vous et donc de vous créer vous-même un concurrent de toutes pièces. Et là, dans le cadre d'une levée de fonds, ce qui, d'un point de vue extérieur, pour une boîte établie qui soit super grosse et qui le fasse pour des raisons, on va dire, d'éthique, de communication, et où on va parler d'eux parce qu'on va dire hey, « regarde, ils arrivent ». Tu vois, c'est-à-dire que la démarche qu'il a eue qui consiste à dire « j'offre les plans de mes produits ». C'est excellent, c'est excellent en termes de marketing, de puissance et tout. Tu as une boîte comme L'Oréal qui ferait ça, tu dirais waouh, c'est les meilleurs et tout, ils n'auraient rien à craindre. Ils ont une telle puissance de feu financière que de toute façon, c'est les number one. Donc peut-être même qu'ils arriveraient à se redorer leur blason sur certains points où ils sont un peu cradouins, tu vois. Mais là, tu as une petite entreprise, tu lèves des fonds. L'argument qui fait dire ouais, tu as une belle communication, c'est aussi l'argument qui fait dire à l'investisseur mec, mais pourquoi je te donnerais de l'argent alors que tu offres tes plans à tout le monde ? Et ça te montre à quel point tu dois réfléchir. Tu ne peux pas
Ça revient un petit peu à ce que je te disais au début. Tu ne peux pas agir comme si tu étais un tel ou un tel. Et quand je t'ai dit au début, tu ne peux pas élaborer un plan financier comme un inventeur, par exemple, parce que les inventeurs, c'est des cas à part, quoi. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est inventeur, c'est pas tout le monde qui gagne sa vie en étant inventeur. Bref, tu m'as compris. Eh bien, tu peux pas baser des stratégies sur des personnes comme ça exceptionnelles parce que on est dans le domaine de l'exceptionnel. Eh bien là, c'est pareil. Tu peux pas copier des modèles marketing de très grosses boîtes parce que tu es trop petit en fait. Il faut qu'à un moment donné, tu acceptes que ta boîte, elle va devoir passer des étapes pas drôles, des étapes qui vont peut-être te contrarier, je l'entends, je le comprends, mais des étapes qui sont nécessaires au développement de ton entreprise. Et là, ici, je trouve ça triste, et je le pense, qu'on se retrouve dans cette situation où finalement, Delphine, elle utilise un argument qui pour lui est un argument de communication contre lui-même. C'est très dommage. Donc ça, tu ne dois pas le faire, tu dois absolument anticiper. De la même façon que je l'ai salué et que je le félicite sur sa capacité à anticiper les objections, tu dois anticiper au niveau financier, comme ça, tout ce qui peut te nuire, que tu fais et que tu dois arrêter de faire du coup. C'est important, mais je voulais te le dire. Gilles, c'est un univers assez intéressant, hein, celui du soleil, de pouvoir utiliser cette énergie pour cuire des aliments, pour allumer du feu. C'est pratique et c'est clairement d'avenir. Il y a beaucoup de produits, 12 produits, c'est assez ambitieux et vous avez l'air d'avoir plein d'idées, d'être un véritable inventeur. Je pense qu'il y a un gros travail sur la marque. Voilà, moi c'est ce qui me dérange le plus, c'est le fait que on voit pas d'unité de marque, donc il y a du travail là-dessus. On voit la couleur, c'est le jaune, mais le reste, voilà, on se dit pas tiens c'est un nouveau produit Solar Brother, mais bon ça peut se travailler, mais il y a du travail là-dessus et je pense que c'est important de le faire si vous voulez créer une valeur de marque. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose là-dessus sur du bon sens? Sûrement, mais à 5%, voilà, c'est pas un associé, c'est pas quelqu'un que vous cherchez qui va vraiment s'impliquer. Moi, j'aime bien m'impliquer beaucoup. 5% ou plus, hein? Oui, effectivement, d'accord. Donc, je réfléchis. La parole à Marc. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. D'abord, ce que j'adore, c'est le nom. Je trouve ça extraordinaire comme marque. Bon, j'adore votre logo, j'adore la typo. Ça donne l'ambition, il y a Brother dedans, je trouve ça génial. La deuxième chose que j'adore, c'est de convertir les gens au solaire et je pense que c'est la seule énergie dont on va devoir tirer notre salut. Donc il faut que les gens comprennent que le solaire, c'est la seule chance qu'on ait, à moins qu'on invente encore quelque chose d'ici quelques années. Mais aujourd'hui, la seule énergie gratuite disponible partout sur Terre et en masse, c'est le solaire. Donc je trouve que c'est à la fois une entreprise et une mission de convertir les gens au solaire. Je m'en fous que la marmite, elle mette 12 minutes de plus. Ce que je veux, c'est apprendre à mes gosses que le soleil fait cuire des saucisses. Peut-être qu'un jour, ils comprendront que ça fera rouler des voitures ou voler des avions. Donc je trouve que vous êtes dans le sens de l'histoire. J'adore les gens qui se plantent. J'adore surtout les gens qui se plantent et qui rebondissent en disant « je me suis planté et je vais m'améliorer ». Donc ça, je trouve ça formidable. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans votre projet, franchement. Vous le défendez bien. Je trouve génial l'idée de donner les plans en disant « si j'ai une mission, c'est pas que pour faire du business. Je permets aussi aux gens de faire le bien sur la planète. » Donc pour toutes ces raisons, moi je suis emballé par votre truc. C'est un produit qui me parle, c'est un produit dont j'ai envie de parler, c'est un produit où j'ai certainement beaucoup d'idées. Le seul point noir, c'est que moi quand j'ai 5% d'une boîte, je l'ai 200 fois. Je peux pas vous promettre de passer du temps parce que si je le promets 200 fois, vous allez savoir que je vous mens. Donc je vais pas vous faire une proposition où je n'aurai que 5% du capital parce que ça va pas m'intéresser. Donc moi ce que je vous propose c'est d'investir 150 000 €, donc le double, pour le double de participation, c'est-à-dire au moins avoir 10% de votre boîte, simplement pour me lever le matin en pensant à vous. D'accord. Il faut que vous soyez dans les 30 boîtes dans lesquelles j'arrive à penser en une journée. Si vous êtes la 38e ou la 100e, c'est pas la peine de le faire. Donc ma proposition c'est 150 000 € pour 10% de votre entreprise. D'accord. Eric réfléchit. Marc Simoncini passe à l'action. Je pense qu'ils vont tous y passer. Effectivement, ils l'ont très bien dit, mais la problématique ici, c'est que le soleil, c'est l'avenir. Je pense que Marc Simoncini l'a compris et c'est intéressant de voir que pour lui, tu vois, les arguments de Delphine ne tiennent pas. Et c'est intéressant de voir aussi que lui, par contre, il raisonne en termes de volume de parts qu'il peut avoir et pas en argent. Et là, tu comprends le fonctionnement de l'investisseur et le fonctionnement de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui veut garder ses parts dans un souci de contrôle, l'investisseur qui veut avoir des parts supérieures dans un souci de temps à passer sur un projet. En tout cas, moi ce que je peux te dire à ce stade, c'est que avoir Marc Simoncini dans tes statuts, ça t'aide et ça t'ouvre de grandes portes, ça te permet d'avancer plus vite, plus fort, plus loin. Parce que comme il te dit,
il fait partie des boîtes auxquelles il pense en se levant le matin et c'est là où tu vas obtenir les meilleurs résultats. Après, c'est certain que comme on peut le voir sur leur site internet, il faut quand même le préciser aussi, ils ont l'ambition de toucher le monde entier et comme le dit Marc, il n'y a pas de limite en fait à ce produit-là. Parce que derrière, vendre du soleil dans des pays même sous-développés, c'est quasiment possible. Tu peux très bien envisager de vendre à un pays pauvre, et je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la vérité, ce type de produit, parce que le soleil se lève partout pour tout le monde tous les jours, et que ça reste une énergie gratuite et disponible, qui a son utilité, surtout quand comme là, elle te permet de faire cuire des aliments. Donc, il y a vraiment, à mon sens, une possibilité qui n'est pas négligeable avec cette entreprise. Après, Marc Simoncini fait une proposition comme ça parce que non seulement il a les fonds, mais en plus il a derrière toute l'ingénierie pour absorber ce type d'entreprise et les accompagner au mieux. Donc tu ne peux pas lutter. Après, ça doit te faire réfléchir sur la manière dont tu gères ta boîte aujourd'hui. Est-ce que, tu vois, regarde, c'est hyper intéressant là où on en est là maintenant à ce stade de l'émission. Une boîte dans laquelle, moi je suis pas, tu m'as pas entendu dire je lèverai le portefeuille, tu m'as rien entendu dire sur cette entreprise depuis le début. Tu m'as juste entendu dire, j'ai dû regarder l'émission jusqu'à ce que, parce que je ne savais pas si les gens allaient participer ou non, mais le mec m'a intrigué, j'ai vu qu'il connaissait son job, je vois l'intérêt du produit, je ne vois pas comment m'impliquer à l'intérieur, je suis un peu entre deux eaux, tu vois. Et là, bon ben c'est clairement pour moi, tu vois, par exemple, ce serait ce serait pas le genre d'entreprise dans lequel j'investirais. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop d'argent déjà que je n'ai pas à allouer sur cette boîte-là, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas les connaissances de Marc Simoncini, mais ce n'est pas le propos. Mais troisièmement, c'est surtout ça, j'arrive à percevoir et à comprendre le potentiel du truc. Et donc, la question que moi j'ai à te poser, et c'est là où je veux en venir, c'est que tu vois, regarde, Delphine, direct, elle l'attaque sur la valeur de sa boîte, Marc, sans broncher, il met l'argent. Et ça te montre que tout ça n'a aucun sens en fait. Il y a effectivement une réalité comptable qui a été évaluée par Delphine et qu'elle, elle ne peut pas valider parce qu'elle n'a pas envie d'allouer de l'argent là-dessus. Marc, il n'en a rien à brère. Lui, il dit « Ok, ça me plaît, j'y vais ». Donc, ça te montre que déjà, la logique et l'argent, ça ne va pas du tout ensemble. L'argent n'est pas logique. Deuxièmement, ça te montre aussi qu'on a tous des possibilités et c'est qu'une question finalement de la manière dont tu abordes ton entreprise. Est-ce que Gilles, parce que ça y est, maintenant j'ai retenu son prénom, est-ce que Gilles finalement a eu raison de venir ? Bien sûr. Est-ce que Gilles a eu raison finalement de surévaluer sa boîte ? Bien sûr. Donc, la question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu fous ? Parce qu'en fait, on peut tous faire ce qu'a fait Gilles. La seule question qu'on a à se poser, la seule manière d'aborder nos entreprises respectives, c'est de se dire qu'est-ce que je fais dans mon entreprise au quotidien que je peux proposer à des investisseurs et qui amènerait une valeur différente à mon marché. Alors, réponds à cette question. Et comme Gilles, à mon avis, tu peux aller lever des fonds, passer à la vitesse supérieure et vivre ta meilleure vie. Il m'a coupé un peu l'herbe sous le pied, mais ma proposition n'était pas tout à fait la même que lui. Elle était supérieure à 75 000 euros, mais je restais sur 10%, mais en dessous de 150 000 euros. Donc je vais lui laisser la main. Je passe. J'ai envie de voir le dénouement, donc je ne vais pas t'embêter longtemps. Marc du Bistrot Régent s'efface parce qu'il n'a pas envie de mettre plus et parce que, comme il dit lui-même, de toute façon, la propale, elle n'aurait pas été mieux que celle de Marc Simoncini. Donc je pense que ça va se jouer entre Eric et M. Simoncini. On va voir comment ça se termine. Mais en tout cas, franchement, je suis assez impressionné. Et je veux te le dire à ce stade, tu peux te repasser le pitch de Gilles parce qu'il y est pour quelque chose dans son expérience de vie, dans sa manière d'aborder le truc. Parce que franchement, c'est cette manière-là d'aborder ta boîte qui t'amènera à ces résultats-là. Je mettrais bien un ticket en plus de Marc. Donc si vous voulez 75 000 euros en plus, 5% en plus, donc un total de 15% pour 225 000 euros, j'y vais. Ah ben, je suis à fond. Je suis à fond et ce qui finit ma levée de fonds, donc qui nous permet de remettre dans le concret, parce que c'est une levée de fonds. Donc c'est oui, vous acceptez. Je suis à fond. C'est bon. Bon, voilà une décision. Merci beaucoup. Génial. Bravo en tout cas. Merci. J'adore, franchement j'adore. Merci. Non, c'est cool. Bravo. C'est cool. Là, en plus, je suis ravi de le faire avec vous. Exactement. C'est top. Mais vous savez quoi, me lever le matin en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer, ça me plaît. Il a l'air content, Gilles. Hein. Je vois ses yeux qui brillent. Voilà, attends, vous étiez venu pour 75 000 euros et vous repartez avec 225 000. Je sais que j'ai fini ma levée de fonds. Ah bah au boulot, j'ai envie de dire. Oui. Ouais, c'est parti. Bon, on reste en contact très vite. Bravo, Génial. Bravo. On se réjouit pour Salut. vous. Au revoir. Et vive le soleil. Merci, au revoir. Et vive le soleil, exactement.
Là, c'est un peu, je dois réaliser un peu tout ça, mais c'est une grande joie, on est venu pour ça. Alors, mon rêve le plus fou, c'était d'avoir un deal positif. Là, on n'est pas un deal, on est à 3 fois ce que j'ai demandé, donc oui, on est au-delà de tous mes rêves. Est-ce que tu sais ce que je vais te dire? Oui, tu le sais ce que je vais te dire. T'as remarqué que le mec a dit oui tout de suite, il n'y a pas eu de réflexion, de blablatage. C'est aussi lié à ce que je te disais tout à l'heure. Le truc sur lequel moi j'avais un doute, la répartition des parts de sa boîte. De toute façon, vu comment sa boîte elle est répartie, tu voyais que le mec n'avait pas de problème à céder des parts de son capital. Je maintiens quand même, hein. Bravo à lui. Belle entreprise, belle aventure, beau pitch, enfin, tout est nickel. Franchement, tu peux réécouter ce qu'il a. Enfin, vraiment, il y a matière à apprendre beaucoup de la manière dont il a pitché. Comme ils lui ont dit au début, hein, fluide, direct. Il a donné ses chiffres. Il n'y a pas eu d'accro quelque part. Je suis désolé de te le dire, mais quand tu vois comment ça s'est passé là, c'est pas très difficile d'aller lever des fonds en fait. Moi, je m'en rends vraiment compte là. Maintenant, je suis en train de me dire, au fur et à mesure de toutes ces émissions qu'on aura faites ensemble, il n'en reste plus qu'une, hein, je te rappelle, et puis après, on va passer à d'autres choses. J'espère que tu auras compris que si tu as ce comportement-là vis-à-vis de ton entreprise et de tes investisseurs, tu lèveras de l'argent. Si tu lèves de l'argent, tu auras de l'accélération. Si tu as de l'accélération, tu auras de l'argent. Si tu as de l'argent, tu rentres dans un cercle vertueux. Donc finalement, tout ça, c'est quoi ? C'est dans ta tête et c'est un choix. Le choix de dire, ok, j'ouvre mon capital, j'accepte de faire rentrer des gens. Non seulement j'accepte de faire rentrer des gens, mais je fais ce qu'il faut pour que ces gens-là rentrent. Je donne suffisamment de valeur et d'informations, de détails concernant mon activité et mes chiffres afin d'instaurer un climat de confiance et de permettre à ce que des personnes aient envie de mettre de l'argent sur ce que je suis en train de faire. Point à la ligne. Donc si tu veux, pour moi, très clairement, on est ici face à un cas d'école qui nous montre que c'est largement possible et que ça tient bien plus à tes comportements et à ta manière de faire qu'autre chose. Et quand à la fin, le mec dit oui tout de suite, pas de réflexion, c'est bon, je suis trop heureux, vas-y, venez les gars et tout, allez hop, on est parti. Ben, comme elle dit Catherine, tu as levé 3 fois ce que tu voulais, tu as gagné 2 associés, oui, il a perdu 15% de son capital. Il y en a qui vont dire oh là là, c'est beaucoup et tout, gna 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 gna. Mais en fait, on s'en fout. Parce que derrière, c'est toujours la même éternelle question. Est-ce qu'il vaut mieux essayer d'avoir 100% de l'ICOS, qui est une sombre boîte qui a été vendue à Google mais qui n'a pas rapporté d'argent, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 1% de Google? Je te laisse réfléchir à ça. Mais la réponse est quelque part dans cette question. Indépendamment de tout ça, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici ce podcast. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation pour qu'on travaille ensemble ou dans les autres onglets pour récupérer ou travailler avec moi aussi parce que tu en as envie et je le sais et je le comprends. Je rigole. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!